Bonsoir à tous, je vous remercie de venir pour cette conférence de Luminis portant sur un sujet qui est très polémique. Mais vous savez tous qu'en grec, polémo signifie le combat, le débat, donc j'espère que ce sujet qui sera traité par Raphaël, notre cher camarade, sensibilisera les esprits à cette thématique. Je te laisse faire l'entrée en matière. C'est un peu l'objectif. Je me suis dit qu'en mettant ce titre un petit peu peut-être justement polémique, ça ramènerait du monde et je crois que ça a marché. Parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui, donc je vous remercie d'être venus. Moi, pour me présenter assez rapidement, je m'appelle Raphaël, je suis étudiant en médecine, 6e année, et je suis accessoirement aussi militant nationaliste depuis 5 ans. Pour ceux qui me connaissent, en général, les gens m'appellent RS. Et actuellement, je suis catholique aussi. Donc, Alexis Carrel, c'est un auteur qui m'intéresse beaucoup, que j'ai découvert il y a quelques années, et dont les bouquins sont difficiles à trouver. Donc, j'ai trouvé grâce à Gabriel, merci. Merci. Et donc, voilà, je pense que c'est un peu au carrefour de pas mal de sujets qui sont assez importants. Entre la question de la science, entre la question du nationalisme, entre la question et la question de la foi surtout, parce que c'est quand même quelqu'un qui a une importance assez forte par rapport à Lourdes. Je vais y venir après. Donc, bon. Pour commencer, on va essayer de poser une définition de l'eugénisme, parce que c'est un peu un gros mot pour beaucoup de gens, et en partie avec des raisons historiques qui sont parfaitement compréhensibles. Donc, c'est un terme qui, dans l'étymologie, veut dire bonne naissance. Ça vient du grec. Eugénisme, c'est bonne naissance. C'est un terme qui a été inventé par Galton, et qui se base sur principalement les lois de l'hérédité, qui sont déjà connues depuis Mendel au 19e, qui était d'ailleurs un moine autrichien et qui a théorisé énormément sur les lois de l'hérédité bien avant la découverte de la génétique, de l'ADN après la guerre. Donc, quelle définition de l'eugénisme on peut donner? Je pense que celle la plus consensuelle que je peux trouver, c'est pratique visant à améliorer le potentiel humain et son épanouissement. Donc, vous voyez, c'est assez large et ça s'éloigne peut-être un petit peu de la vision historique que certaines personnes peuvent en avoir. Et donc c'est devenu un tabou en partie, ce terme en tout cas est devenu un tabou malheureusement pour des bonnes raisons sur lesquelles on reviendra plus tard. Pour l'instant je vais pas tout de suite passer à ça. Et donc on va commencer par faire une rapide biographie d'Alexis Carrel. Alexis Carrel, c'est un membre d'une grande famille de la bourgeoisie catholique de Lyon, qui compte d'ailleurs beaucoup de religieux, notamment certains évêques, et un évêque de Lyon, dont je ne me rappelle plus le nom, je suis désolé. Et il a un départ donc, dans un milieu assez privilégié avec une bonne éducation, mais il mature assez vite puisqu'il devient orphelin de père à 5 ans. Et il est envoyé dans un collège assez élitiste jésuite, où il acquiert une éducation assez forte, notamment une forte éducation thomiste, qu'on va retrouver. Donc ses deux références principales, ça va être Aristote et saint Thomas. Qu'on ressent et que lui-même cite à travers ses écrits. Il va commencer ses études de médecine après son baccalauréat, et il va s'investir notamment dans la chirurgie vasculaire. Il a essayé aussi de rentrer un petit peu dans la médecine militaire, mais ça a échoué. Et donc assez rapidement il est repéré parce qu'il est assez brillant dans ses études. Il connaît quelques petits échecs, notamment il ne réussit pas à récupérer le poste de directeur de l'hôpital d'un des hôpitaux de Lyon. Et en 1902, il va y avoir un pépin dans sa carrière parce que il va faire un déplacement à Lourdes où il sera envoyé assez sans forcément d'intention personnelle. Il est envoyé là-bas pour accompagner les malades en fait dans les trains jusqu'à Lourdes. Il accompagne notamment une jeune fille qui est atteinte de tuberculose péritonéale. C'est une tuberculose qui est disséminée partout et c'est une maladie qui en général et surtout à l'époque était incurable et extrêmement grave. Donc elle était à l'article de la mort et ils avaient besoin d'un médecin en présence en permanence. Et il arrive à Lourdes du coup avec cette malade et d'autres malades aussi. Et là, dans les bassines de Lourdes, c'est un miracle. Et cette jeune fille, devant les yeux de Carrel, sera guérie miraculeusement. Et il va du coup se convertir au catholicisme et écrire extensivement pour pas mal de revues pour la constatation de ce miracle et d'autres sur lesquels il va enquêter. Et ça va créer une énorme polémique dans le milieu scientifique qui, même déjà à l'époque, était assez anticlérical et même assez athée. Et donc, il va être un peu rejeté par tous ses pairs en France. Voilà.
Donc, très déçu et avec une carrière relativement qui commence à battre de l'aile, il décide de prendre une grande décision et il part au Canada. Enfin, il part dans l'intention d'aller au Canada pour devenir paysan. Et ce sera le plus grand échec de sa carrière, puisqu'il arrive à New York et il se fait repérer du coup par des professeurs dans des grands labos, et il deviendra lui-même professeur dans des grands laboratoires new-yorkais. En 1905, il va même rejoindre l'Institut Rockefeller, qui est un institut de recherche extrêmement important aux États-Unis. Et c'est là qu'il va s'épanouir et qu'il va devenir un véritable génie de la médecine. Et ce serait assez... c'est un peu le Léonard de Vinci de la médecine du XXe siècle. Donc il va aborder énormément de sujets différents, faire beaucoup d'expériences, mais surtout lui il se concentre avant tout sur la chirurgie vasculaire. Et donc c'est grâce à lui notamment qu'on peut aujourd'hui faire des transplantations d'organes. Il a fait toute la chirurgie vasculaire pour pouvoir connecter les organes et on utilise encore ces méthodes. Mais aussi évidemment la chirurgie vasculaire pour sauver des gens qui ont des blessures. Il va lui-même réaliser les premières greffes d'organes sur des animaux, ce qui à l'époque n'avait jamais été fait. Il va aussi inventer et permettre tout ce qui va être culture cellulaire, donc de pouvoir cultiver des cellules dans des boîtes de pétri, c'est grâce à lui, et notamment ensuite de cultiver des virus sur ces cellules. Donc tous les vaccins contre les virus, en grande partie, c'est grâce à ses recherches. Il va écrire un livre aux États-Unis qui s'appelle L'homme c'est inconnu, et qui va avoir un succès assez éclatant, puisque les États-Unis à l'époque sont très intéressés par ces questions justement un peu d'eugénisme et de médecine. C'était assez à la mode à l'époque aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France, et donc il va avoir un véritable succès. Il va aussi exporter son livre en France, qui va très bien marcher. Et en 1912, il recevra le prix Nobel de médecine, et ça reste aujourd'hui, je crois, le plus jeune prix Nobel de médecine à 39 ans de l'histoire. Voilà, donc quelqu'un de relativement performant, en tout cas sur le plan professionnel. Et en 1913, il va rencontrer dans un hôpital de retour à Paris, il va rencontrer dans un hôpital... je me rappelle plus. J'ai mal noté son nom, mais c'est Anne de la Motte, qui est une infirmière très pieuse et très catholique de son hôpital. Et je vous ai dit que c'était plus ou moins converti à Lourdes. En fait, il était plus ou moins simplement devenu croyant, mais d'une certaine façon agnostique. Mais c'est véritablement cette femme qui va le toucher profondément et qui va épouser, qui va l'amener vers une conversion beaucoup plus sérieuse et profonde. Et ça va aussi être une assistante extrêmement présente pour tous ses travaux et pour toute sa vie, qui va lui permettre véritablement de prendre son essor, et qui a aussi participé à ses recherches. Notamment, ils ont fait des recherches sur les effets de la prière. Il a beaucoup écrit là-dessus après la Première Guerre. Et c'est grâce à elle aussi qu'il a pu réaliser tout ça. C'est elle qui le conseillera aussi à travers tout. Et qui d'ailleurs récupérera toutes ses notes pour compiler une grande partie de cette bibliographie qui sera posthume. Il n'a pas écrit du coup énormément de bouquins, il y a L'homme c'est inconnu qui a vraiment été publié de son vivant, mais la plupart de ses écrits les plus importants seront publiés après sa mort. Notamment il y aura un roman qui raconte les aventures de Louis Leurac, donc qui est l'inverse de Carrel, qui est un roman justement qui raconte avec des pseudonymes son histoire de conversion à Lourdes avec le miracle, parce que justement il avait été très affecté, il n'a pas eu le courage en fait de le publier de son vivant. Et il va aussi écrire énormément sur la philosophie, la politique. C'est une pensée vraiment très très vaste et très complète. Dans ces deux bouquins que vous voyez là, c'est Réflexions sur la conduite de vie. Et ça c'est... Ah non, c'est pas Jour après jour, pardon, c'est Le voyage de Lourdes. Mais il y a Jour après jour aussi qui est très bien. Et ceux-là, c'est ses bouquins les plus intéressants. Je vous conseille pas forcément de lire L'homme c'est inconnu si vous voulez vraiment lire Carrel, et je vous le conseille très très chaudement, vraiment. Parce que là, je vais vous faire une conférence, mais je pense que chaque page mériterait peut-être... Il n'y a rien à retirer. Je pense que la lecture de la totalité de ses œuvres sont importantes. Et donc dans ses bouquins, il va beaucoup plus parler de philosophie, alors que dans L'homme c'est inconnu, il va aussi énormément présenter la médecine de son époque. Donc c'est peut-être un petit peu rébarbatif, un petit peu obsolète aujourd'hui. Et vraiment, il va parler de sa passion. Donc moi, c'est pas le bouquin que j'ai trouvé le plus intéressant, même s'il parle un petit peu aussi de ses idées après. Voilà. En 1914, il va devenir médecin pendant la Grande Guerre, du coup. Et il va rapidement devenir aussi un héros de guerre, puisqu'il va inventer des méthodes de stérilisation qui vont permettre d'augmenter à plus de 80% la survie des gens qui sont amputés sur le front. Notamment une méthode de désinfection des plaies et des membres, qui s'appelle la méthode Carrel, et qui est encore aujourd'hui utilisée dans les blocs opératoires. Voilà, et c'est lui qui va inventer justement le Daquin pour cette méthode-là. Donc la prochaine fois que vous prendrez du Daquin, vous saurez qu'il l'a inventé. Et... après la guerre, pendant l'entre-deux-guerres, il va rejoindre l'Académie pontificale des sciences à Rome,
et il va avoir une influence très forte sur tout ce qui va être élaboration de la vision il va être un conseiller assez important pour tout ce qui va être pour tous les textes que le Saint-Siège va pouvoir produire sur la bioéthique, notamment bien après Humanité. Une grande partie d'Humanité a été inspirée par les écrits de Carrel, en tout cas le travail qu'il a fait là-bas. En 1941, il va aussi, en 1937, il va rejoindre aussi le PPF, donc c'est un engagement politique assez fort et nationaliste à l'époque. Et en 1941, il va être appelé par le gouvernement de Vichy pour créer un centre d'études des problèmes humains, qui sera un institut très vaste, qui va rassembler énormément de sciences différentes, d'experts dans beaucoup de sujets, dans l'idée de faire un espèce de centre d'études de l'humain de façon globale. Donc ça va parler de physiologie, de psychologie, pas de génétique à l'époque, mais d'hérédité, et même d'économie, de droit, enfin c'est vraiment très très vaste. Mais malheureusement, 41 à 44, ça n'a pas duré très longtemps. L'Institut, au final, fermera après sa mort en 1944. Donc là où il va laisser tous ses manuscrits, entre autres, qui vont pouvoir donner les bouquins qu'on a récupérés aujourd'hui. Alexis Carrel, donc c'est avant tout un homme qui était un patriote profond et justement qui a beaucoup écrit sur la question de l'eugénisme. Son engagement politique, il est avant tout à la fois antilibéral et anti-marxiste. En fait, il va voir dans le matérialisme et le libéralisme en fait des symptômes d'une certaine décadence civilisationnelle d'un monde en fait qui vit pour les choses matérielles et qui en fait n'a plus véritablement de transcendance ou quoi que ce soit de supérieur pour lesquels il se bat, et qui crée un peu une dictature de l'économie où l'homme serait un peu assujetti à l'économie au lieu de mettre l'économie au service de l'homme. Et lui, il va prêcher énormément la pratique de la vertu individuelle et collective, donc les vertus principalement du coup de Saint Thomas et d'Aristote. Et il fait aussi un constat assez juste et je pense assez similaire à la plupart des gens ici sur la crise politique qui fait remonter au moins jusqu'à la Révolution française. Donc de cet abandon en fait à la fois de la loi naturelle, donc des vertus naturelles, et à la fois de la loi de l'Évangile qui avait fondé vraiment et développé la civilisation occidentale et à travers elle évidemment l'homme occidental. Et donc son travail, lui, il va faire un énorme travail d'études du coup au sein de son centre d'études des problèmes humains même avant. Il va essayer de proposer des réformes et des pistes, surtout aussi faire beaucoup de recherches sur tout ce qui va être éducation, santé publique, hérédité, mais aussi santé. Donc encore une fois, c'est très vaste, c'est d'essayer de créer justement le meilleur cadre possible pour que le potentiel humain puisse en fait s'exprimer. Donc ça va être vraiment c'est vraiment la partie de l'eugénisme, c'est pas forcément justement seulement sur l'aspect de la génétique, ça va aussi pouvoir permettre justement au potentiel de s'exprimer. Donc si les gens ont un potentiel mais qu'ils ont une éducation qui ne leur permet pas de grandir dedans, qu'ils ne travaillent pas leur talent, qu'ils ne les développent pas, au final ça ne mène à rien. Et donc Carrel voit l'eugénisme comme justement un ensemble à la fois d'étudier les questions de l'hérédité mais aussi de permettre l'épanouissement des capacités humaines quelles qu'elles soient. Voilà. Et donc dans ce combat politique, il va notamment voir un problème qui est le problème justement de l'État un peu providence, de l'État socialiste égalitaire, qui va énormément utiliser les ressources de la population générale et les détourner envers peut-être les éléments les moins avantagés et les moins talentueux de la société pour leur permettre d'être un petit peu plus intégrés. Et il regrette que inversement, du coup, ça va créer un problème qui est que les ressources ne vont pas justement aux gens les plus talentueux pour les permettre de se développer et ensuite, après ça, de offrir quelque chose de plus grand à la société. Donc c'est un espèce d'antisocialisme qui est assez fort et qui, du coup, s'inscrit un peu dans sa ligne générale d'anti-marxisme et aussi d'antilibéralisme, et ça, je vais y venir. Et ce qui est intéressant à remarquer avec lui, c'est que justement dans cette notion qu'il a d'eugénisme, de créer le meilleur environnement possible pour l'épanouissement de chaque individu, il va voir la famille comme étant un des éléments les plus essentiels. Et donc lui, à contre-courant des eugénistes athées, notamment américains qui viendront après et même parfois pendant son existence,
il va avoir une lutte acharnée contre tout ce qui va être avortement, contraception, mais aussi tout ce qui va être destruction de la famille et de la morale et de notions même de morale objective. Et d'ailleurs, au passage, j'étais à la Marche pour la vie, je pense que pas mal d'entre vous ici y étaient, et donc qui disait que, parce que du coup c'est devenu un gros mot eugénisme, qui hurlait que l'avortement était un eugénisme. En fait non, l'avortement n'est pas du tout un eugénisme en fait, parce que si au moins c'était ça on pourrait dire, mais c'est pas du tout le cas en fait, parce que l'avortement et la contraception, dans le système qu'on a actuellement avec une certaine morale, une nouvelle morale, où on nous fait peur sur le réchauffement climatique, sur la surpopulation et tout ça, en général, ça va beaucoup être les gens les plus compétents qui vont utiliser ces méthodes-là. Et en fait, aujourd'hui, on constate en tout cas que les gens qui ont le plus de talent, et notamment certaines choses qu'on peut mesurer comme l'intelligence, vont avoir beaucoup moins d'enfants et vont beaucoup plus recourir à ce genre de pratiques que les gens qui justement sont peut-être moins talentueux. Et au-delà de ça, véritablement, le milieu familial, selon Carrel, est véritablement essentiel pour développer correctement un individu, que ce soit sur les capacités morales, sur l'éducation, sur même l'équilibre psychologique. Et aujourd'hui, on a vraiment une épidémie de problèmes psychologiques et psychiatriques, de dépression, de choses comme ça. Et il y a des études, d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, mais ce serait trop digressé, je pourrais vous les envoyer, qui montrent justement l'influence catastrophique de la destruction de la famille sur la psychologie des enfants. Par exemple, on va dans les prisons, je crois que c'est la moitié des prisonniers qui ont grandi dans des familles monoparentales, pour vous donner un exemple. Ou même sur la destruction de la famille, il y a tellement d'autres choses qui sont importantes. Il y a par exemple, le premier facteur qui augmente par 40 fois le risque d'un enfant d'être abusé physiquement ou autre, ça va être le fait d'avoir un beau-parent dans sa famille. C'est juste pour donner des statistiques. Donc la destruction de la famille, en fait, c'est aussi une destruction de l'individu qui l'empêche de se développer et d'atteindre véritablement son potentiel. Et donc, vraiment, c'est ça qui est important, c'est que Carrel, qui est quand même peut-être un des auteurs les plus importants sur l'eugénisme, lui, il avait des méthodes qui étaient profondément chrétiennes, et je pense que c'est ça le principal problème, c'est qu'aujourd'hui, l'eugénisme, il est associé à des méthodes d'exécution sommaire, de stérilisation de masse, de contraception, d'avortement et tout ça. Et en fait, c'est pas du tout véritablement le sujet en tant que tel de l'eugénisme, c'est juste le passé historique qui a donné un petit peu cette mauvaise réputation au mot. Et qui en plus de ça, ces méthodes d'eugénisme sont même profondément contre-productives. Voilà. Donc, il a influencé, je vous l'avais dit tout à l'heure, l'écriture au Saint-Siège, notamment d'Humaine et Vitae. D'ailleurs, la seule fois où je crois, dans une encyclique, le mot eugénisme est mentionné, c'est dans Humaine et Vitae, où c'est dans un passage, un moment où ils disent que, et ça vient de Carrel, qu'il ne faut pas dissocier, notamment, pour ne pas détruire la famille notamment, et le couple, et qui est nécessaire à l'épanouissement d'un enfant, il ne faut pas dissocier la reproduction de l'acte reproductif. Et ensuite, ils vont préciser aussi que une limitation de naissance par des méthodes du coup non contraceptives et assez naturelles peut être mise en place pour des raisons, entre autres, eugénistes. Et ça, c'est marqué dans l'encyclique Humaine et Vitae, donc je vous invite à la lire. Donc, c'est surtout une question de méthode, en fait, qui va créer des problématiques de l'Église par rapport à la question de l'eugénisme. Carrel, c'est aussi un homme de foi et un philosophe. Donc il y a sa conversion face au miracle de Lourdes et tout ça. Et évidemment la figure de sa femme qui va être très présente à travers sa vie. Et évidemment, lui, il va grandir et il va devenir véritablement l'homme qu'il est à travers justement ses persécutions pour ce travail-là. Il a ici écrit un court texte sur la prière aussi, qui en général on peut retrouver, a été assez publié. Et aussi, il va parler beaucoup d'épistémologie. L'épistémologie, c'est la philosophie de la science, pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est la philosophie par rapport à la science. Et lui, il condamne énormément, notamment, le scientisme de son époque, en fait, qui conçoit l'existence comme étant purement physique, c'est-à-dire que tout n'est que le produit de réactions physiques, chimiques. Je pense que vous avez peut-être entendu des gens athées qui disent que, en fait, tout est explicable par la chimie dans notre cerveau et tout ça. Et lui, il s'oppose profondément à ça parce qu'il explique qu'en fait, l'existence, c'est l'union de deux choses. La première, c'est la vie intérieure. C'est-à-dire que la première
pour revenir à Descartes, le fameux « je pense donc je suis », on a tous une vie intérieure. Et après on a des sens qui nous permettent d'explorer le monde extérieur. Mais on a tous une vie intérieure qui nous est propre et qui n'est pas véritablement physique, qui n'est pas vraiment étudiée ou étudiable par la science. Et donc pour lui, ce monde intérieur, cette vie intérieure, c'est là que vont agir et vont se développer le sens moral, le sens de la beauté, l'intuition, mais aussi la religion évidemment, et même la mystique. Et donc, lui, il note que dans le monde moderne, c'est peut-être le problème principal, c'est que les gens ne conçoivent plus aujourd'hui véritablement cette vie intérieure et ne la développent plus, ce qui va créer ce qui lui, il explique comme étant des déficients moraux, parce qu'il y a la notion de déficients mentaux, des gens qui ont des problèmes intellectuels, et lui, il explique justement que le monde aujourd'hui, ce qui était beaucoup plus grave, était peuplé de déficients moraux, qui n'avaient plus aucun sens de la morale, qui vivaient dans un relativisme complet, qui n'étaient même plus éduqués avec des notions de bien et de mal. Donc, pour Carrel, l'existence, c'est à la fois cette vie intérieure, mais aussi le monde extérieur, qui lui est étudiable par la science. Donc, c'est le travail là où va travailler l'intellect. Et il notait aussi que l'accompagnement de cette déficience morale de la plupart de ses contemporains était très souvent accompagné d'une déficience intellectuelle, avec une chute du niveau intellectuel. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus mesurable, parce qu'il y a des tests, et en fait, la mesure approximative de l'intelligence, qui est quand même un outil en général assez utile pour faire de la recherche, c'est ce qu'on appelle le quotient intellectuel. Et il y a eu un effondrement depuis la révolution industrielle, et ça, on peut concrètement le mesurer et l'étudier. Et lui, Carrel, la solution qu'il voit à ça, du coup, dans sa philosophie, c'est la loi de la contrainte volontaire. C'est-à-dire, pour lui, il y a à la fois la loi naturelle, c'est-à-dire l'ordre du monde. Pour ceux qui connaissent ce que saint Thomas et Aristote ont écrit là-dessus, c'est quand les gens se mettent en phase avec la loi naturelle et s'imposent la discipline de se plier à cette loi, ils développent les vertus. Donc les différentes vertus qu'on appelle naturelles, justement, c'est de se conformer à la loi naturelle. Donc pour lui, à chaque fois, il y a ça. C'est simplement les règles générales de... Je voudrais que je donne quelques exemples parce que c'est assez nébuleux comme ça, pour ceux qui n'ont pas lu saint Thomas ou Aristote. Le patriotisme, par exemple, c'est une vertu naturelle qui n'est pas spirituelle. Le fait d'aimer et de se battre pour son peuple. Et c'est une vertu et qui se plie à la naturelle. C'est-à-dire que si on ne se plie pas à la naturelle, inévitablement on finit par disparaître, et un peuple qui ne cultive pas le patriotisme, inévitablement finit par voir son existence remise en question. C'est un exemple. De l'autre côté, cette loi de la contrainte volontaire, c'est en miroir, pour lui, dans ce qui va être la spiritualité, avec la notion de la croix, en fait. C'est-à-dire que l'image de la croix qu'on peut avoir, de porter ses croix, l'image du Christ, qui est quand même très parlante, du sacrifice volontaire, c'est aussi applicable dans le spirituel. Et en fait, pour lui, il en vient à la conclusion que par la pratique des vertus naturelles, et donc de la philosophie, de la politique et du coup de la spiritualité, de la philosophie et de la politique, on en arrive au final un peu à la même conclusion que par la spiritualité. Pour Carrel, c'est parce que en fait, Dieu à la fois a écrit les lois de l'évangile et aussi a écrit tout simplement les lois de la nature, il a créé le monde, et donc du coup, en essayant de se conformer aux lois du monde et aux lois de la nature, on en arrive en général aux mêmes conclusions qu'en se fiant aux lois de l'évangile, selon Carrel. Voilà. Et cette notion de la croix, évidemment, on la retrouve partout. C'est le sacrifice volontaire dans tous les éléments de la vie. C'est ce qui va véritablement tirer les gens vers le haut, tirer les sociétés vers le haut. C'est rien, en fait, n'est acquis de valeur, n'est acquis sans sacrifice. On peut le voir dans le sport. C'est le sacrifice volontaire de se faire souffrir un petit peu pour des bénéfices à long terme, pour devenir meilleur. On peut le voir dans le travail, on peut le voir dans beaucoup de choses, dans la tempérance, par exemple. Et donc, voilà, c'est un peu la loi générale selon lui. Il parle de loi pour détailler, lui, les termes qu'il utilise, c'est les lois de la conservation de la vie. C'est que l'individu cherche à se conserver et à améliorer son existence. La loi de la propagation ethnique, l'individu doit s'inscrire dans un groupe et pousser son groupe vers le haut. Et la loi de l'ascension de l'esprit, c'est-à-dire que l'homme doit se développer continuellement et les sociétés doivent se développer à la fois sur l'aspect moral et intellectuel. Et pour lui, c'est vraiment les trois lois qui doivent guider la vie d'un homme. Donc je vais passer un peu à la conclusion et l'ouverture. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement et tirer d'Alexis Carrel ? Beaucoup de choses.
Et qu'est-ce qu'il faut penser de l'eugénisme aujourd'hui? Est-ce que l'eugénisme, du coup, est possible aujourd'hui d'une certaine façon, dans le sens évidemment originel du terme et celui de Carrel? Bah oui, tout simplement en s'appliquant nous-mêmes à l'échelle individuelle cette contrainte volontaire permanente, en concevant que c'est une loi immuable et qu'il n'y a aucun sacrifice qui n'est fait en vain. C'est vraiment la chose la plus importante, que ce soit à la fois dans le combat qui peut être politique, mais aussi pour ceux qui sont croyants dans le combat spirituel. Et on est dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement libéral. Et donc, aujourd'hui, c'est assez simple. La contrainte volontaire est tellement absente, et la contrainte forcée n'existe plus aussi. On est dans un monde où tout le monde est véritablement libre, et on ne meurt même plus pour ses idées, qu'en fait, le simple fait, dans la plupart des domaines de la vie, ne serait-ce que de lever le petit doigt, peut vous rendre supérieur à 90% de la population. Donc c'est valable pour absolument tout, que ce soit le travail, le sport, la spiritualité. Aujourd'hui, on vit dans un monde véritablement qui est livré à lui-même, et il faut voir ça aussi comme une opportunité, plutôt que de voir ça comme un échec complet et prendre peur, et se dire qu'en fait, notre exemple individuel et notre travail personnel ont d'autant plus de pouvoir et de levier aujourd'hui sur la société, et sur nos vies personnelles surtout. Donc sur la question de l'eugénisme, pour lui, Carrel aussi prêchait un peu des lois générales qui sont un peu celles de toute éternité. Donc c'est évidemment la question de la famille, de pouvoir, c'est important pour Carrel de fonder des familles fortes avec beaucoup d'enfants. Il prône notamment, et il y a une influence de sa femme là-dessus, une véritable prise de conscience féminine sur ces questions. Aujourd'hui, dans un monde où en fait l'éducation est assez unisexe, et malheureusement peut-être les femmes n'ont pas leur place en tant qu'élément véritablement complémentaire, et donc pas non plus leur monde à eux qui a été un peu détruit par la modernité. Et oui, aussi après des lois générales, il conseille évidemment d'essayer de développer ses qualités, de trouver quelqu'un évidemment qui a en général les mêmes qualités et d'éviter les gens qui ont les mêmes défauts, et surtout de garder une certaine proximité par rapport à la question ethnique. Ça c'est un des chevals de bataille de Carrel, et voilà, je vais juste reprendre un peu mes notes. Aujourd'hui en fait, Carrel, on peut dire qu'il est assez visionnaire parce qu'on a une crise du système de santé actuel où on entend tous parler du trou de la sécu, de ces problèmes-là et tout ça. Mais en fait, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a des dépenses qui augmentent parce que, en fait, justement, c'est qu'on a de plus en plus de gens qui sont dépendants du système de santé et qui sont moins productifs, entre guillemets, et qui surtout qui ont moins on va dire, de contrôle de leur propre personne, et donc du coup moins de contrôle de leur santé. Et on a de moins en moins de gens qui sont capables, au contraire, d'apporter quelque chose à la société. Donc en fait, on a un système socialiste aujourd'hui qui fait une répartition des richesses et qui a un système de santé accessible à tous. Et en fait, le problème, c'est que du coup, ça augmente le nombre de gens qui ne sont pas fondamentalement utiles à la société, et ça diminue le nombre de gens qui sont talentueux. Et c'est un terme qu'on va appeler digénie. Alors, c'est un débat qui est extrêmement explosif. Parce que là, du coup, on en arrive à une situation où si on continue, dans quelques générations, en fait, le système de santé va s'effondrer de lui-même, concrètement. Parce que les coûts vont toujours augmenter, et le système de santé sera de moins en moins performant. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc en fait, là, il y a trois solutions. Il y a la solution actuelle qui est la solution de l'autruche. C'est-à-dire qu'on ignore le problème, ce qui ne le fait pas disparaître, et va juste confier aux générations suivantes le soin de régler ce problème-là, qui sera d'autant plus grand. La deuxième solution, c'est la solution de revenir à la sélection naturelle, ce qui arrivera inévitablement si on continue sur la première solution, parce que si les systèmes de santé s'effondrent, tout simplement, on reviendra un peu à la loi de la jungle, et les gens finiront par mourir de manque d'accès aux soins. Donc on reviendra à la sélection naturelle brute et un peu aveugle parfois. La troisième solution, justement, que conseillait Carrel, c'était de mettre en place des réformes sociales et individuelles aussi sur la question de l'eugénisme. Donc peu importe les moyens, en utilisant évidemment parce que la fin ne justifie pas les moyens pour un catholique comme l'était Carrel, c'était d'arriver à avoir un certain eugénisme, c'est-à-dire une amélioration du patrimoine génétique au fur et à mesure des générations. Et donc ce combat, il est amené notamment contre je vous parle de la notion d'hygiénie, mais je vous donne des exemples. Dans le communisme, j'ai une citation d'ailleurs qui est assez intéressante, et je tiens à préciser, je vous passerai après, que c'est une citation de Léon Trotsky. Je sais pas.
Si je l'ai là, j'arrive tout de suite. Voilà. Une citation de Léon Trotsky, parce qu'en fait, ils ont certains dirigeants marxistes avaient compris que en fait, la digénie pouvait aussi être une arme. C'est-à-dire que tu pouvais arriver à servir un peuple justement en le rendant plus dépendant d'un système totalitaire. Et que la meilleure façon de faire ça, c'était de priver tout un peuple et chaque individu de sa capacité à être indépendant et productif par lui-même. Et donc c'est une citation dans un discours de Trotsky qui date de décembre 1917. Nous devons transformer la Russie en un désert peuplé, et c'est une citation, de nègres blancs, sur lesquels nous infligerons une telle tyrannie qu'aucun des plus terribles despotes de l'Est n'en a jamais rêvé. La seule différence est que cette tyrannie ne viendra pas de la droite mais de la gauche et ne sera pas blanche mais rouge, au sens littéral du terme, quand nous allons verser des tels flots de sang que toutes les pertes en vie humaine des guerres capitalistes feront pas figure devant elles. Voilà, bon, c'est un peu, ils veulent le désir de vouloir un peu réduire l'humanité à une condition assez bestiale et facile à exploiter. Et ça va être mis en œuvre, notamment sous l'URSS, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont créer tout un programme de propagande contre les paysans, notamment, qui arrivaient à être indépendants du système de l'État. Et ils vont appeler ça les koulaks. En fait, ça va devenir un terme relativement équivalent à bourgeois. En fait, ça ciblait toutes les populations qui étaient arrivées à être indépendantes et du coup ne rentraient pas dans l'asservissement du parti communiste. Et donc, il va y avoir des massacres de masse, des famines organisées, notamment en Ukraine, qui vont faire des millions de morts, mais dans toute la Russie. Et ils vont volontairement prendre les peuplades justement les plus dépendantes, les moins développées pour essayer de remplacer tout. Et il va y avoir tout le reste de la Russie. Et notamment, ils vont éliminer l'élite aristocratique russe. Et évidemment, pour ceux qui connaissent la triste histoire de la famille du tsar. Et après, ils vont pas s'arrêter là, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, ils vont aussi mettre en place une politique massive, notamment de meurtre. Et aussi, accessoirement, c'est Ilya Orenburg qui avait produit des pamphlets de propagande pour pousser les soldats soviétiques à violer et tuer toutes les Allemands dans les territoires de l'Allemagne de l'Est qu'ils ont conquis. Et donc c'est environ 1 million d'Allemandes, d'enfants et de femmes allemandes qui ont été violés et massacrés pendant la conquête de l'Allemagne. Voilà. Et une autre utilisation de la dysgénie aujourd'hui, ça va être par le côté plutôt libéral, la politique plutôt libérale aujourd'hui qu'on a en Occident. C'est avec, volontairement, en tout cas on constate que c'est le cas, avec l'immigration massive qui est assez aveugle, et en fait qui va ramener des gens qui en fait sont des travailleurs assez faciles à exploiter pour remplir des emplois assez mal payés, et donc des gens qui en final n'auront pas le besoin, ni même l'opportunité de pouvoir se développer, en tout cas sur les plans intellectuels, moraux et tout ça, parce que ça n'intéresse tout simplement pas le système libéral actuel, qui est purement matérialiste. Et donc, pour moi, Carrel, j'avais envie de parler de lui parce que il va surtout essayer de parler de cet équilibre qu'il faut trouver entre sa vie intérieure et le monde extérieur, entre l'intellectuel et le moral. Et donc, c'est un peu le désir de vouloir réconcilier à la fois l'idéal du saint et l'idéal du héros. Donc l'idéal du saint qui est un idéal spirituel, et l'idéal du héros qui est un idéal en plus beaucoup plus politique et naturel. Et parce qu'en fait, c'est ces deux modèles un peu qui ont fait l'Occident. Donc c'est un peu l'Occident est fondé un peu sur deux figures, je dirais, c'est Saint-Benoît et Charlemagne. Donc c'est d'une certaine façon pour moi un moyen de réconcilier ces deux idéaux qui, je pense, se complémentent et surtout se complimentent l'un l'autre parce que pour moi l'un est indissociable. Donc pour moi le combat nationalisme est indissociable d'un développement spirituel, que vous soyez croyant ou non. Ça peut passer par un développement personnel et moral et une certaine discipline de vie, si vous ne l'êtes pas, au moins. Et ce qui est aussi assez important, c'est de considérer aujourd'hui
avec les découvertes de la génétique notamment. Il y a tout un pan de la génétique d'ailleurs qui s'appelle la génétique comportementale, qui est très intéressante. Et ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, de façon générale, dans énormément de choses, il y a le débat, vous savez, nature-culture, entre l'hérédité et l'éducation, et en fait on se rend compte quasiment sur énormément de traits psychologiques que le plus important c'est la nature, c'est-à-dire c'est l'hérédité. Je vous donne un exemple sur les capacités intellectuelles, sur le quotient intellectuel. On a fait des études sur le tas de méthodes éducatives, on a fait des études génétiques et on s'est rendu compte que c'était 80% de génétique qui allait déterminer en fait le quotient intellectuel de l'individu, et 20% non pas d'éducation mais de santé pendant l'enfance. Donc on en revient encore une fois à la notion de l'eugénisme d'Alexis Carrel, qui pour moi, les deux sont essentiels. Voilà. Au-delà de ça, donc en fait, une culture va se développer à partir d'un tempérament, du tempérament moyen d'un groupe d'individus. Et ensuite, après, cette culture va renforcer les caractéristiques naturelles de chaque individu. Donc c'est une espèce de résonance un petit peu en fait, il y a un tout. Un peuple, c'est un tout qui est supérieur à l'individu, et il y aura quelque chose qui lui permettra véritablement à un groupe d'obtenir des résultats, évidemment, et des projets, et d'atteindre des idéaux, et d'atteindre des objectifs qu'un individu ne pourra jamais atteindre tout seul, puisqu'un individu, en général, l'énorme majorité de votre expérience de vie ne dépend pas de vous, mais dépend de votre environnement, c'est-à-dire de l'endroit où vous êtes né, des gens que vous côtoyez, de l'état dans lequel vous vivez. Et voilà. Et donc la civilisation occidentale, pour ceux qui sont plutôt qui défendent un peu un nationalisme civique, c'est-à-dire un nationalisme d'idées, le problème c'est que les idées elles sont floues et changeantes, et l'hérédité elle ne l'est pas. L'hérédité c'est, on va dire, une loi qui est inscrite dans la nature, certains diront par Dieu, et les liens du sang au final c'est quelque chose de relativement sacré. Et cette civilisation occidentale qui est si grande et dont il faut défendre la culture, il le faut, en fait, c'est impossible de défendre cette culture si on ne se bat pas pour la préservation des peuples qui ont produit cette civilisation. Parce qu'ils ont en eux un certain inné qui a permis et qui permettra, je l'espère, de retrouver en fait la grandeur que notre civilisation a pu avoir. En plus, aujourd'hui, c'est une situation d'urgence plus que relative, d'ailleurs, c'est une urgence assez absolue, parce que seulement 8% de la population mondiale est d'ascendance européenne. Voilà. Donc on parle du problème des minorités, nous en sommes une à l'échelle mondiale, et en plus d'être notre civilisation, la civilisation occidentale est aussi, il faut le constater clairement, le bloc qui a produit quasiment toutes les découvertes et les grandes avancées humaines depuis 2 millénaires. Si ce n'est plus, évidemment. Et donc, aussi, je voulais venir sur quelques éléments un peu de la science moderne qu'il n'y avait pas à l'époque de Carrel et qui peuvent être intéressants pour voir à quel point il était visionnaire. C'est qu'on s'est rendu compte notamment que la capacité morale, elle était corrélée à la capacité intellectuelle. C'est-à-dire que tous les gens qui sont moraux ne sont pas intelligents et tous les gens qui sont intelligents ne sont pas moraux, mais de façon générale, les deux sont relativement associés l'un à l'autre. Donc la volonté et l'intellect, ça va être lié notamment à ce qu'on va appeler la fonction préfrontale. C'est la partie à l'avant de votre cerveau, ce qu'il y a sous le front. Et c'est pas forcément seulement une question de volume, ça va être aussi une question simplement de fonctionnalité. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais en médecine on a ce qu'on appelle un syndrome frontal, c'est-à-dire les gens qui ont pris un gros choc sur la tête après un accident de voiture ou qui ont pris ou n'importe quel autre accident, on a des cas qui ont été étudiés justement depuis le 19e, où des gens avaient un accident, où notamment c'était un travailleur qui était un homme chrétien extrêmement intègre, un peu moins bon père de famille, qui n'avait absolument aucun souci. Et un jour, sur un chantier, il a pris une barre de métal sur le front, qui lui a un peu amoché, on va dire, la moitié du crâne. Et d'un seul coup, c'est devenu un repris de justice. Il a commencé à boire, il est devenu profondément alcoolique. Il devenait aussi extrêmement violent, alors que c'était un homme qui était le voisin exemplaire juste avant. Donc il y a une part extrêmement importante de fonctionnalité. Aujourd'hui, on étudie que cette partie à l'avant du cerveau, elle est essentielle. Et il y a des variations entre les individus, entre les groupes d'individus, les groupes ethniques, de la fonctionnalité justement du cerveau, parce que la génétique du cerveau d'un individu, elle est encore plus, elle varie encore plus que son apparence comparée à un autre individu. C'est-à-dire qu'on a énormément plus de variations des gènes entre des individus, des groupes d'individus qui concernent le cerveau, que de gènes qui concernent l'apparence physique. Donc c'est quelque chose qui est véritablement important au niveau des questions de nature contre culture, voilà. Et
et donc ça se développe assez avec la génétique comportementale. Et un autre exemple, c'est que les traits, je vous parlais de l'interaction nature et culture, c'est que les traits vont avoir tendance à se renforcer au sein d'un groupe. Par exemple, la schizophrénie. On a fait des études sur la schizophrénie pour savoir si c'était génétique, s'il y avait des facteurs extérieurs, il y en a. Hein. Mais en fait, sur la part de génétique, on a fait un test avec des enfants qui étaient adoptés. Et les enfants qui étaient d'une mère biologique schizophrène, qui étaient adoptés par une mère parfaitement en bonne santé, avaient 4 fois plus de chances de devenir schizophrène que la population générale. Maintenant, si on prend un enfant parfaitement normal, d'une mère saine, et qu'il va être adopté par une mère qui est schizophrène, ou alors qui va devenir schizophrène, on s'est rendu compte qu'il avait 2 fois plus de chances de devenir schizophrène. Donc on voit encore une fois que là, pour ce cas-là en tout cas, et ça varie en général selon les traits, l'inné est beaucoup plus important que l'acquis, c'est-à-dire que la génétique est beaucoup plus importante que l'éducation. Mais maintenant, ils ont fait une autre étude, c'est-à-dire qu'ils ont regardé des enfants qui étaient du coup d'une mère schizophrène, mais qui avaient été éduqués par leur propre mère schizophrène. Et ils se sont rendus compte là maintenant que les enfants avaient 80 fois plus de chances de finir schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une certaine résonance qui se crée entre les individus. Les traits ici mauvais, mais aussi les traits qui sont bons, quand on est dans le sein d'un groupe qui va partager ces traits-là, ils vont être amplifiés. Et donc c'est vraiment là qu'on arrive à quelque chose qui est très important, c'est l'échec du multiculturalisme en fait, qui va complètement détruire la certaine résonance qu'il peut y avoir entre des individus au sein d'un groupe. Et c'est un peu le principe du tout qui devient plus que l'individu. C'est le principe d'un accord en musique, c'est-à-dire que vous avez différentes notes qui vont résonner les unes avec les autres. Et s'il y a une dissonance, on peut pas, c'est très difficile d'en arriver là. Et une civilisation, c'est un peu en fait une certaine harmonie entre chacun des individus sur le long terme. Il y a aussi un fort pouvoir de domestication chez l'homme qui fait que cette dissonance effectivement n'apparaît pas forcément très rapidement. Il y a le cas évidemment, l'humain est un animal extrêmement intelligent, extrêmement domesticable, et il y a le cas, on les connaît, des enfants loups qui grandissent avec des loups, qui se comportent comme des loups, qui se considèrent comme des loups. Donc il y a aussi le phénomène de, quand on a une minorité en général qui est très, très faible, en général elle a tendance à s'assimiler, et le problème ne finit par émerger que quand on a une proportion assez conséquente de ces gens-là, parce que je pense que s'il y avait eu par exemple 3 enfants au sein de la meute de loups, ils auraient fini par recréer quelque chose d'un peu différent entre eux. Parce qu'ils se seraient rendus compte de leurs différences et de leurs points communs que le reste de la meute, entre guillemets, n'avait pas. Voilà, donc aussi je voulais aussi détailler sur l'ordre chrétien, c'est-à-dire que concrètement ce qu'on observe, c'est que il y a eu, c'est à travers l'essor de la civilisation occidentale, c'est que l'ordre chrétien est naturellement eugéniste, parce qu'il va imposer des lois morales assez fortes, il va éduquer et surtout mettre dans la loi le principe de la contrainte volontaire sur le plan moral et sur le plan intellectuel, c'est-à-dire que les gens vont être poussés vraiment vers le haut par les lois de l'Église et tout ça, notamment sur les questions morales. Et c'était un monde aussi qui n'était pas socialiste, qui n'était pas matérialiste. Et en tout cas, on peut constater que le résultat que ça a eu, ça a été un résultat qui était profondément eugéniste. On a une augmentation drastique de l'intelligence entre le 1er siècle et le 15e siècle, qui ne s'effondrera qu'à la révolution industrielle. Et justement, la révolution industrielle, j'en parlais pas jusqu'ici, mais ça va être le principal facteur de destruction, en fait, d'enclenchement de la dysgénie. En tout cas, ce qu'on observe, c'est qu'il y a véritablement un début de l'amoindrissement du potentiel génétique occidental à partir de la révolution industrielle. Je crois qu'on a perdu 15 points de QI depuis l'Angleterre victorienne, ou quelque chose comme ça. Et encore une fois, je parle de ça parce que c'est un marqueur, mais imaginez si c'est beaucoup plus important sur le plan moral, et ça, c'est pas vraiment mesurable. Parce que malheureusement, Carrel n'a pas pu continuer ses travaux. Voilà, donc que faire, que retenir de Carrel? Donc c'est l'importance de la famille, l'importance du combat démographique, du coup, qui en découle, et l'importance aussi de la discipline et de la contrainte personnelle, de la contrainte volontaire, et aussi le refus en général des mauvaises méthodes. Des mauvaises méthodes d'eugénisme qui sont systématiquement contre-productives en plus d'être malveillantes. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je crois qu'on peut passer aux questions si vous en avez.
la période où on a démocratisé, je mets des guillemets, l'accès à l'éducation, l'éducation pour tous, qui normalement est censée faire monter les capacités intellectuelles. Donc elle est où la contradiction ? L'éducation ne va pas forcément faire directement monter les capacités intellectuelles, elle va permettre d'adapter les capacités intellectuelles d'un individu pour les mettre au service du bien commun, de la société. Et en fait, ce qu'on regarde malheureusement, c'est que à l'échelle personnelle, quand je parle du développement de l'esprit, c'est plutôt essayer de s'adapter pour produire quelque chose concrètement et exprimer son talent. Et ça ne va pas forcément faire grandir ce talent-là. En tout cas, ce que les études montrent, c'est qu'aucune méthode éducative n'a réussi à augmenter ou à baisser l'intelligence en tout cas l'intelligence mesurable de quelqu'un. Voilà. Mais, tu parlais de l'eugénisme volontaire. Et est-ce que l'eugénisme volontaire dont Karel parle risquerait pas d'avoir le même effet que la contraception? C'est-à-dire que c'est que les gens avec un niveau de conscience plus élevé qui vont pouvoir se dire « Ah bah non, il faut pas que je fasse des enfants parce que j'ai une génétique de merde ». Pas nécessairement, parce que je pense que Karel voulait déjà il voulait monter un institut d'études pour essayer d'évaluer ça, justement, le potentiel des gens, pour les conseiller, justement, pour prendre des décisions là-dessus. Et qu'au final, c'est une morale qui est fondamentalement différente, et justement, qui va plutôt... Enfin, dans un monde, imaginons, cette morale serait restée en place ou se serait imposée, la morale aurait été, pour les gens compétents, de faire plus d'enfants, et non pas d'arrêter de faire des enfants pour sauver la planète. D'autres questions? Oui. Il y a vraiment une différence dans le fait de parler d'eugénisme et même de quotient intellectuel entre la France et les États-Unis, même l'Europe en général. C'est beaucoup moins tabou aux États-Unis. Oui. On sait qu'il y a de nombreuses études, même dans les mouvements de droite, etc. C'est vraiment prôné, tandis qu'en France, il y a vraiment cette idée que tout est l'environnement. Bien sûr. Est-ce que vous sauriez dire pourquoi d'un côté c'est essentialiste et de l'autre c'est environnemental? Il y a plusieurs raisons à ça, et c'est une très bonne question. Le premier, c'est on est en France, en tout cas, on est le pays de la Révolution française, des idées des Lumières, de cette idée que, et surtout des philosophes de mai 68, des philosophes français, pour qui l'homme est une page blanche qui ne dépend que de son éducation. Donc c'est les fameux facteurs socio-économiques. Et justement, aux États-Unis, tu as eu beaucoup plus d'influences différentes. Déjà, il y a eu moins de cette influence des Lumières, même si elle est aussi présente. Et Karel a eu un énorme rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des discussions qui ont commencé à émerger au début du XXe, en grande partie parce que le bouquin de Karel, L'homme c'est inconnu, qui aborde un peu le sujet, a été un best-seller. Donc c'est aussi grâce à lui. Et voilà, je pense que c'est un peu les deux explications. Oui. Merci pour ta conférence. Tu dis à un moment donné que l'avortement c'était contre l'eugénisme. Ouais. Mais dans le cas de l'avortement qui se fait sur les handicapés, par exemple, si on considère que ce sont des gènes déterminés, entre guillemets, en quoi ça ne rentrerait pas dans la logique justement eugéniste? Parce que sélectionne un peu les gènes. Parce que pour moi, si tu regardes faut simplement regarder les conséquences. C'est qu'aujourd'hui, ces situations-là, c'est véritablement une minorité d'avortements. Et en fait, tu regardes concrètement le résultat, c'est que ça ne va pas faire une bonne sélection. C'est-à-dire que déjà, c'est pas des bonnes méthodes, concrètement, c'est pas acceptable. En tout cas, pour Karel, ça ne l'est pas, et je pense pour un catholique non plus. Mais deuxièmement, la plupart de ces handicapés, de toute façon, n'auraient pas fait de famille et n'auraient pas eu d'enfants. Donc en fait, c'est plutôt la question là, on arrive plutôt à la question de l'euthanasie. C'est un autre débat, c'est-à-dire qu'il y a eu des questions, notamment en temps de guerre dans certains pays, est-ce qu'on assume le poids justement en temps d'effort de guerre de tous les gens qui sont handicapés et tout ça. Et la réponse définitive qu'a produit Rome, c'est oui, on doit en tout cas s'occuper de ces gens-là et ne pas Rome du coup s'oppose à l'euthanasie. Mais en tout cas, c'est pas une question d'eugénisme, puisque de toute façon, la plupart du temps, ces gens-là n'auraient pas eu de descendance eux-mêmes, donc n'auraient pas eu trop d'influence sur le capital génétique humain. Et est-ce que l'euthanasie pourrait rentrer dans la logique eugéniste? Non. Indépendamment du catholicisme. Non, du coup, encore une fois, je pense que les gens sur lesquels on discute d'euthanasie, en général, c'est des mourants. Donc encore une fois, ça ne changera absolument pas le fait qu'ils aient des enfants ou non, soit ils en ont eu avant, soit ils n'en auront pas de toute façon, parce qu'un mourant, en général, n'a pas de famille. Oui, mais si on considère l'euthanasie justement contre les handicapés, par exemple, parce que justement c'est la pratique qui a été faite par les nazis et qui aujourd'hui, on associe l'eugénisme à ça. Justement, c'est ça, je voulais pas trop en parler, mais c'est la fameuse action T4
Et en tout cas, ça, c'était beaucoup plus un débat sur l'euthanasie, parce que c'est vraiment des gens qui étaient grabataires dans les hôpitaux. Et à l'époque, il n'y avait pas encore eu le débat sur l'euthanasie dans l'église. Donc évidemment, ils ont été obligés d'accélérer un peu ça en voyant le truc. Ils ont tapé du poing sur la table. Et il y avait, du coup, le programme a été arrêté sur la demande du Saint-Siège, d'ailleurs, ce qui est assez historique pour un gouvernement du XXe siècle. Mais c'est des pratiques qui se mettaient en œuvre d'ailleurs aussi aux États-Unis à l'époque, en partie. Ou alors ils faisaient des expériences sur les... il fait des expériences absolument innommables justement sur des gens qui étaient handicapés. Mais de l'eugénisme, non, parce que vraiment c'était en tout cas les gens historiquement dans des programmes aux États-Unis ou en Allemagne qui ont été euthanasiés, c'était véritablement des gens qui étaient grabataires et qui n'avaient pas de famille, en tout cas. Et ce ne serait pas souhaitable de penser, en tout cas évidemment, à euthanasier des gens parce qu'ils ont un handicap qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Oui. Tu as mentionné tout à l'heure l'avortement, et tu disais que même d'un point de vue, sans penser à la morale, tu disais que d'un point de vue utilitaire, c'était mieux d'être contre. Oui. Parce que les personnes intelligentes, et donc avec des bons gènes, etc., seraient plus tentées de l'utiliser pour mieux planifier, etc. Mais déjà, moi je me dis que les personnes plus intelligentes, en général, elles vont moins tomber enceinte par accident. Et justement, il y a ce débat aux États-Unis où ils disent que l'avortement, c'est une mesure anti-noire, parce que justement, les noirs tombent beaucoup enceinte, etc. Et donc, finalement, est-ce que l'avortement, ce serait pas plutôt eugéniste ou anti, ou est-ce que tu as des données là-dessus des gens en fonction du QI, est-ce qu'ils recourent plus à l'avortement Ça rentre dans le jeu. Alors effectivement, il y a une part de vérité qui est que les gens qui sont plus en précarité recourent plus à l'avortement. Mais comme tu le disais, les gens qui sont plus éduqués, de toute façon, de base, ne tombent pas enceintes, n'ont pas d'enfants. Surtout dans l'éducation, des gens qui ont fait des longues études et tout ça, c'est assez difficile. Au final, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes qui avortent en partie pour des raisons professionnelles ou des raisons d'études. Ça en fait partie, mais c'est pas effectivement le problème majeur qui va créer le problème de la digénie. Le problème de la digénie, en tout cas, on le constate aujourd'hui. Mais je pense que l'avortement fait partie du problème. En tout cas, c'est mon avis, c'est celui de Karel. Et en plus, de toute façon, ça aussi, c'est une destruction de quelque chose qui est profondément sacré et essentiel pour le développement d'un enfant, qui est le lien mère-enfant. Enfin, les effets psychologiques sont dramatiques. Et donc, en fait, c'est pareil, ça ne permet pas du tout... ça ne permet pas du tout un eugénisme quelconque sur l'environnement de l'enfant et de son bon développement. Oui. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, il me semble qu'aux États-Unis, le modèle de la famille chez les populations noires, il est complètement détruit. Et justement, je pense que c'est la monoparentalité qui entraîne l'explosion de l'avortement chez cette population-là. Et je pense que justement chez les intellectuels, en tout cas les gens qui ont conscience d'avoir un QI plus élevé ou en tout cas un potentiel intellectuel, ils vont être poussés à moins faire d'enfants pour pouvoir, dans leur tête, en tout cas dans leur imaginaire, pouvoir vivre plus longtemps vis-à-vis de leur intelligence, c'est-à-dire la mettre en pratique et donc ne pas se mettre de bâton dans les roues avec des enfants et pouvoir peut-être poursuivre des carrières intellectuelles. Voilà. Oui, clairement, il y a une part d'égoïsme aussi, c'est ce que disait Karel sur la notion de déficients moraux. C'est des gens qui n'ont pas de conscience véritablement du bien commun malgré le fait qu'ils soient extrêmement intelligents. Et ça se voit beaucoup, c'est un problème qu'on a justement, que je vois beaucoup d'ailleurs dans le monde de la médecine, c'est des gens qui sont extrêmement intelligents, mais en fait qui substituent leur capacité qui substituent leur cœur par un arbre de diagnostic concrètement. C'est des gens qui en fait reçoivent des cours pour leur expliquer comment il faut, des cours d'éthique, c'est-à-dire comment il faut interagir en fonction de la loi française. Évidemment, la loi française et éthique, on applique comme si c'était des connaissances pour déterminer quelle maladie le patient avait. Et ça, c'est une vraie dérive. Et je vois beaucoup en ce moment, justement, parce que je suis dans une filière où il y a beaucoup de discussions éthiques, je suis en génétique. Donc, c'est assez fort le problème. Et c'est justement ça, dont parlait Karel, sur le fait de vraiment l'importance de développer les qualités morales d'un enfant pendant son éducation, en plus évidemment des qualités intellectuelles. Il y avait un véritable déséquilibre là-dessus. Et après, sur la question aux États-Unis des familles monoparentales, je disais qu'en fait, justement, les capacités intellectuelles étaient associées aux capacités morales, qu'on pouvait développer dans tous les cas pour adapter à la société, mais les deux sont liés. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce qu'en fait, un enfant qui grandit sans père,
va avoir plus de tendance à tomber dans la criminalité ou dans des travers sociaux ou à devenir concrètement un ennemi du bien commun. Mais accessoirement, un ennemi du bien commun aura aussi plus de tendance à abandonner son enfant. Donc il y a un peu de génétique, sûrement il y a de la génétique qui va se renforcer en créant toute une culture qui va renforcer ses mauvais traits. C'est le même exemple pour la schizophrénie dont je vous ai dit tout à l'heure. Et pareil, à l'inverse, si c'était un bon trait, par exemple les milieux où on a des familles stables, en général c'est quelque chose qui se renforce et qui permet justement de compenser parfois certains défauts personnels. Mais même en France, les enfants placés, les enfants de la DAS, je crois qu'il y a 50% voire 60% de chances de reproduire ce qu'ils ont vécu, c'est-à-dire violence, viol, finir en prison, etc. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, un individu qui est très violent parce que de base, il a un tempérament génétiquement qui le rend plus agressif et violent. Un jour, il rentre chez lui, il frappe son gamin aura plus de chances de frapper ses enfants et ça va renforcer, et le gamin aura aussi plus de chances d'avoir les mêmes tendances que son père. Donc c'est vraiment, il y a beaucoup de cercles vicieux. Et il faut aussi imaginer que c'est un espoir parce que du coup, il y a beaucoup de cercles vertueux. On peut voir les choses dans l'autre sens aussi. Mais oui, c'est ça, c'est l'interaction nature-culture qui a tendance à faire des phénomènes de société, à influencer une culture. Et là, c'est des exemples concrets, c'est des très bons exemples. Est-ce qu'il a parlé de l'exemple Spartiate, parce que du coup, justement, ils ont voulu créer une population plus forte, plus nombreuse, en faisant du coup reproduire l'effort avec l'effort, et surtout, les femmes devaient être tout le temps enceintes. Je souhaitais toucher la gâteau, je ne connais pas bien. Et au final, en fait, ça arrivait à une chute de la population parce que les femmes étaient pas assez fertiles et qu'elles n'avaient pas d'enfants. Parce que justement, il n'y avait pas le terreau familial qui favorisait la naissance. Je ne sais pas si on a parlé, mais je trouve que c'est un truc assez intéressant. Carré, on n'a pas parlé. Je pense qu'il y a peut-être pensé. En tout cas, je ne l'ai pas lu dans cette livre. Mais c'est un très bon exemple, justement, qui permet de prouver que une société qui cherche à purement un développement et un résultat matériel en mettant la morale, le bien et le mal de côté, au final finit par n'avoir ni l'un ni l'autre. Et c'est un peu une règle universelle. C'est-à-dire que si on essaye d'atteindre des sommets sur le plan matériel, intellectuel, sans développer à côté d'autres qualités, notamment les qualités morales, en fait ça crée un déséquilibre et ce déséquilibre en fait finit par faire s'effondrer, y compris ce qu'on a réussi à... la caractéristique qu'on a surinvesti. Et ça, c'est Carrel, et c'est ça aussi qui est intéressant avec lui, c'est que c'est vraiment un homme complet. Et il parle de ça, et il dit que justement dans l'éducation, il faut considérer tous les aspects de l'humain, c'est vraiment son cheval de bataille aussi, c'est qu'il faut à la fois développer dans l'éducation physique, mais l'éducation intellectuelle, que s'il y a un déséquilibre entre les deux, c'est mauvais, l'éducation morale à côté, de l'éducation intellectuelle, parce que s'il y a un déséquilibre, encore une fois, c'est mauvais. Donc il essaye de trouver, et c'était un peu le projet de sa vie, qui malheureusement n'a pas pu aboutir, c'est de créer une science globale de l'homme, pour essayer de créer cet eugénisme dont il a théorisé. C'est tout. Bon, on peut passer à la bière. Ah, attendez. J'ai une citation pour finir. Évidemment, avec modération, parce que c'est important, la contrainte volontaire. Je vais faire une citation parce que en fait, c'est aussi très bien écrit, Carrel, donc il y a des citations assez inspirantes que peut-être d'ailleurs vous avez déjà entendues. Pour finir, j'ai cité ça. Voilà. L'humanité, pour la première fois depuis le début de son histoire, est devenue maîtresse de sa destinée. Mais sera-t-elle capable d'utiliser à son profit la force illimitée de la science ? Pour grandir de nouveau, elle est obligée de se refaire, et elle ne peut pas se refaire sans douleur, car elle est à la fois le marbre et le sculpteur. C'est de sa propre substance qu'elle doit à grands coups de marteau faire voler les éclats afin de reprendre son vrai visage. Voilà, et je finis avec la suite. Ce n'est pas en trichant qu'on gagne de façon définitive. Ne gagneront que ceux qui sont prêts à ne rien gagner pour eux-mêmes, car l'avenir appartient à ceux qui risquent tout pour un idéal. La sagesse n'est pas de vivre pour ne rien faire, pour s'amuser stupidement, pour gagner de l'argent, pour avoir une retraite, c'est de vivre héroïquement. Aux yeux de la jeunesse démocratique, l'héroïsme est une folie. Cependant, cette folie seule paye.